Restons dans le fitness. Et cette fois-ci, évoquons l'optimisation de l'entraînement avec la résistance. On va évoquer les principes, les méthodes et la périodisation. Disons que le spécialiste de l'entraînement devrait ajuster les charges assignées en se basant sur l'observation de la facilité ou de la difficulté de l'athlète à pouvoir soulever la charge pour les répétitions requises. Il faut mentionner bien que la récupération est nécessaire entre les séries et les exercices. Et la durée de la récupération dépend de l'objectif de l'entraînement, de la charge relative soulevée et du niveau d'efficacité du sujet qui soulève les charges. Donc, s'entraîner pour la force musculaire avec des charges de 4 répétitions maximum nécessite des périodes de repos plus longues entre les séries par rapport à l'entraînement pour la résistance musculaire en soulevant des charges légères pour 15 répétitions maximum. C'est un aspect important. C'est un aspect important qui implique le groupe musculaire qui est impliqué. Disons que dans la pratique de l'entraînement, la différence entre la force maximale isométrique et la force maximale excentrique peut être définie comme un déficit de force qui, en tant que paramètre de la capacité d'activation volontaire, représente une mesure du point jusqu'auquel la force maximale peut être augmentée à travers l'optimisation des processus d'activation nerveuse, donc sans augmentation de la section transversale du groupe musculaire impliqué. Disons que selon le niveau d'entraînement, le déficit peut aller de 30% chez les sujets non entraînés jusqu'à 10% chez les sujets entraînés. Et un déficit de force élevé est défini comme une augmentation de la capacité d'activation neuromusculaire avec des stimulations de haute intensité. Par contre, un faible déficit de force, c'est une augmentation supplémentaire de la force maximale en utilisant des méthodes de charge submaximale. Les méthodes de charge submaximale vont de 50 à 85%. Le paramètre de l'intensité n'est pas le seul à prendre en compte pour l'amélioration des performances, mais il est également important de porter une attention au volume d'entraînement. Par rapport à cela, il faut dire qu'il est important de souligner que les charges de force favorisent non seulement le développement de la force musculaire, mais représentent surtout un moyen efficace universel d'intensifier le travail de l'organisme dans un régime moteur spécifique dans le but d'augmenter son potentiel énergétique dans toutes les disciplines sportives. Passons maintenant aux méthodes de développement de la force, qui peuvent être classifiées en 5 méthodes différentes. La première méthode, c'est la méthode des efforts maximaux. La deuxième, c'est la méthode des efforts répétés. La troisième, c'est la méthode des efforts dynamiques. La quatrième, c'est la méthode des efforts statiques ou isométriques. Et la dernière, c'est la méthode des efforts maximaux en contraste. La spécificité de la méthode des efforts répétés consiste à utiliser une charge bien déterminée en indiquant un nombre maximum de répétitions à effectuer, ou encore mieux, en fournissant le pourcentage maximal de l'exercice avec lequel répéter un certain nombre de séries. Disons que la magnitude de la charge devra logiquement se situer dans une plage de travail constituant le stimulus optimal pour déclencher le mécanisme à l'augmentation de la taille du muscle. Passons aux modes, encore les modalités, qui sont 3 grandes modalités. Première modalité, c'est la charge maximum qui va de 85 à 90%. Et dans ce cas, le nombre de maximales de répétitions possibles varie de 6 à 2. Il faut une récupération complète entre les séries, ce qui va entraîner l'augmentation élevée de la force maximale. Et le stimulus valable pour l'augmentation de la taille. Deuxième mode, la charge comprend un pourcentage maximum qui va de 75 à 85. Et dans ce cas, le nombre maximum de répétitions varie de 10 à 6. Et une récupération complète entre les séries et le stimulus optimal de l'augmentation du volume musculaire. Enfin, le troisième et le dernier mode dont la charge varie d'un pourcentage de 60 à 75. Et le nombre maximal de répétitions possible varie de 16 à 10. Et il y a une récupération incomplète entre les séries et qui entraîne encore une excellente augmentation de la taille musculaire. Qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer simplement que au fur et à mesure que le pourcentage maximum de charge diminue, on augmente le nombre de répétitions maximales. Ça, c'était en ce qui concernait la spécificité de la méthodologie des efforts répétés. Si on passe à la méthode pyramidale, disons que le thème pyramidal provient de la tendance à modifier la répétition en partant d'un nombre déterminé en revenant au point de départ. Donc une pyramide de type pourrait être, disons, 5 séries
pour 8, 10, 8, 10, 12, 10, 8 répétitions. Donc, il existe également des variantes pour la méthode pyramidale. Ça permet de diversifier davantage le travail. Il faut dire que c'est similaire à la méthode de travail avec des charges maximales, mais avec la différence que nous commençons avec un certain pourcentage du poids à soulever avec des séries croissantes ou décroissantes, selon le type de travail que nous voulons accomplir. Entraînement en pyramide. Disons que cette forme d'entraînement doit son nom à la diminution ou à l'augmentation progressive de la hauteur de la charge, ce qui est analogue à une pyramide. Selon les modalités d'organisation et d'exécution des exercices, la méthode en pyramide ou pyramidale peut avoir des différents effets. Si l'accent est mis davantage sur le sommet de la pyramide, avec un nombre réduit de répétitions, environ 1 à 5, et une intensité élevée, d'environ 75 à 100%, il faut dire que cela va favoriser le développement de la force maximale grâce à l'amélioration de la coordination intramusculaire. Si en revanche, l'accent est mis sur un nombre moyen de répétitions, environ 8 à 12, avec une intensité moyenne qui va de 40 à 60%. Cela va entraîner une augmentation de la force maximale grâce à l'augmentation de la masse musculaire. Si l'accent est mis sur la base de la pyramide, avec un nombre très élevé de répétitions, qui va peut-être de 15 ou plus de 15 répétitions, et une intensité faible, qui est moins de 40%, cela va favoriser le développement de la résistance à la force. Donc, la méthode en pyramide est utilisée pour augmenter la force chez de nombreux haltérophiles. On peut commencer par une série où on utilise une charge légère, par exemple 10 répétitions maximales. Il faut dire que la charge est augmentée de série en série, de telle sorte que un nombre de répétitions de plus en plus faible est effectué jusqu'à ce qu'une répétition maximale puisse être exécutée. Si on évoque la méthode des répétitions maximales, ou encore la méthode en contraste, la contraste est entre les séries. Donc, des séries avec des charges élevées sont alternées avec des séries avec des charges plus légères. Par exemple, 80% d'une répétition maximale, on peut faire 6 répétitions. Et 40% d'une répétition maximale, on peut faire 8 répétitions. Avec 3 minutes de récupération entre chaque série. On va jusqu'à 8 fois en fait. Si on parle de contraste dans la même série, on va prendre des charges lourdes qui sont alternées avec des charges légères dans la même série. Jusqu'à peut-être 4 à 6. Finissons avec la périodisation, qu'on peut diviser en 5 phases. La première phase, c'est lorsqu'on a un volume élevé. Quand on a un volume élevé, ça entraîne beaucoup de répétitions et de séries, et une faible intensité, avec la diminution du volume et l'augmentation de l'intensité. La deuxième phase, qui est la phase de récupération. L'entraînement avec les résistances légères ou une activité complètement différente. Les effets de l'entraînement, l'interruption prolongée de l'entraînement peut entraîner des altérations significatives. Et notons que si l'augmentation de la force est acquise rapidement, en arrêtant l'entraînement, elle diminue tout aussi rapidement et vice-versa. Donc le muscle au repos complet peut perdre jusqu'à 30% en une semaine. Il a été établi que la force acquise est conservée plus longtemps, tant si son augmentation est due à l'augmentation de la masse musculaire plutôt qu'à l'activation nerveuse. La quatrième phase, c'est le niveau de départ. Disons que les plus grands taux d'augmentation se produisent au début du processus d'entraînement. Alors, l'entraînabilité est différente selon le groupe musculaire, car les muscles les plus entraînables sont ceux qui sont moins sollicités et vice-versa. Par exemple, les fléchisseurs des doigts qui sont très utilisés sont peu entraînables car ils ont déjà atteint un niveau de force relativement élevé. La dernière phase, c'est l'intensité de la contraction musculaire. Disons que les contractions avec l'utilisation de la force maximale entraînent une augmentation de la force plus rapide et plus importante que les contractions avec l'utilisation de la force submaximale. Voilà les 5 différentes phases de la périodisation.